Merci Martin, merci pour la présentation. Je vais vous présenter, je vais m'aider d'un diaporama, hein. C'est plus facile effectivement pour ce genre d'exercice de webinaire. Euh, Mon intention, c'est, comme a dit Martin, je ne suis pas chercheur académique et là, je ne vais pas présenter des résultats de mes propres recherches, mais plutôt des résultats de recherche de différentes personnes. Avec un fil conducteur que vous allez découvrir, qui est l'idée de dire que l'alimentation, c'est un domaine qui a de multiples facettes et on se nourrit d'une multitude de choses en fait, hein. Si on pourrait dire pour démarrer de manière un peu provocatrice, celui qui se nourrit simplement comme il fait le plein de sa voiture, il est vraiment malheureux. C'est-à-dire se nourrir, c'est beaucoup plus que faire le plein de force ou le plein de substance pour reconstituer son énergie de travail. Se nourrir, c'est un acte beaucoup plus large qui a de multiples aspects. Donc, en fait, au cours de ma présentation, j'aimerais vous montrer quatre de ces aspects, en quoi consiste se nourrir, et pour chacun de ces aspects, de montrer quelques extraits de méthodes qui ont été de méthodes différentes qui permettent d'aborder ces différents aspects de la qualité. Donc, c'est pas la qualité, c'est pas simplement la composition que je trouve avec mon Nutri-Score et la composition de mon produit, que ce que je peux trouver sur l'emballage, c'est beaucoup plus que ça ce qui fait la qualité. Et d'ailleurs, il suffit que chacun d'entre nous se pose la question, qu'est-ce qui fait que il a eu un repas de qualité ou même il a goûté une pomme simplement et qu'il a l'impression que c'était une pomme de qualité, c'est certainement pas seulement la composition chimique. On voit qu'il y a une multitude d'aspects qui comptent. Et c'est ça que je voudrais partager avec vous. Et en faisant ça, montrer différentes méthodes de recherche et quelques résultats de recherche. Donc, c'est absolument pas exhaustif. Et en ce qui concerne des résultats tout récents et les plus rigoureux, je vous réfère à la fiche dont Martin vient de parler juste avant. Voilà, ça c'est un peu la trame que j'ai choisie. Donc avec ce titre, hein, la biodynamie permet-elle de produire des aliments de qualité? Mais pour ça, il faut définir ce qu'est la qualité et même définir ce qui nous nourrit, quoi. C'est un petit peu ma trame. Une première chose, c'est comment est produite la qualité des aliments. On peut observer une certaine polarité dans la croissance des plantes. Je vais prendre l'exemple des plantes entre quantité et qualité. Si vous avez un champ de blé qui pousse ici avec euh, voilà, des céréales de la variété sélectionnée pour la biodynamie, une des variétés de Peter Kunz, là, un sélectionneur suisse qui a élaboré beaucoup de nouvelles variétés adaptées à la biodynamie et à l'agriculture bio et qui sont performantes, hein, utilisées en Suisse par plus de 60% des agriculteurs. Ça contribue à la qualité d'avoir des semences adaptées à la pratique agricole. Bon, voilà, on voit ce champ de blé, il est à peu près comme il est un petit peu après. Oui, on en est à peu près à ce stade maintenant, dehors en ce moment. On est en pleine croissance, quoi, hein. La plante croît et développe vraiment la photosynthèse est très active et elle forme tous ses métabolites primaires, quoi. Là, elle est en pleine croissance, donc elle forme de la quantité, on pourrait dire vraiment, hein. Ça va donner la base du rendement, la base de la quantité. Si cette croissance végétative à ce stade-là est vraiment vigoureuse, hein. Un deuxième stade tout à fait différent de croissance enfin de la plante, c'est vraiment ce stade de différenciation où la céréale, dans le cas ici du blé, va vraiment former et maturer ses substances, mûrir la substance et transformer la substance, ce qui donnera la base du goût du pain. Et on sait que selon les variétés, il peut y avoir des goûts différents et que selon le mode de culture et autres, le goût peut varier, peut être plus ou moins riche, plus ou moins intéressant pour ensuite dans le pain que l'on fabrique. Donc on pourrait dire classiquement, chez une plante, il y a vraiment le stade de croissance qui garantit d'abord la quantité, qui va garantir le rendement.
Et pendant la phase de différenciation, de maturation des organes que l'on va récolter, hein, ça peut être bien sûr une citrouille, ça peut aussi être un radis, hein, ça peut être une salade, ça peut être la feuille pour la salade. On a un stade de différenciation où là vont être développés des métabolites secondaires, des composés secondaires, et là où va se former le goût, va se former la saveur, va se former aussi tout ce qui est intéressant du point de vue sensoriel, mais aussi en fait du point de vue santé, on pourrait dire, hein. C'est surtout les métabolites secondaires qui sont formés pendant la différenciation, qui sont indispensables aussi pour apporter tous les antioxydants et toutes les autres substances métabolites secondaires importants pour avoir des aliments qui soutiennent la santé. Voilà un petit rappel très rapide. Là, c'est une plante sauvage. Je devrais même pas la mettre parce que maintenant, elle est désherbée partout dans toutes les cultures de plantes médicinales parce qu'elle contient des alcaloïdes. Euh, mais je vous la montre simplement pour rappeler ces différents stades de croissance. Et vous allez voir sur l'image suivante un peu la succession des feuilles qui sont apparues sur cette plante de la racine jusqu'en haut, jusqu'à la floraison. Et on découvre certains connaissent peut-être très très bien cette image, on découvre d'abord les feuilles en fait représentent ou illustrent, on pourrait dire, les processus principaux de croissance de la plante. Dans une première partie, là, sur la gauche de la boucle, ce sont les premières feuilles. Vous voyez que chaque feuille est plus grande, donc chaque feuille a plus, est capable d'avoir plus de photosynthèse et de produire plus de sucre, d'hydrate de carbone. À partir du sommet de la boucle, vous voyez comment progressivement les feuilles deviennent beaucoup plus structurées, découpées, on pourrait dire. On voit comment au début, il y a surtout une phase de croissance et ensuite comment la différenciation se manifeste aussi morphologiquement dans la forme, avec une forme toujours plus ciselée, découpée, structurée, caractéristique de la plante, hein. Donc on voit comment ces deux croissances, ces différenciations se succèdent au fil de la croissance de la plante. Euh, peut-être que vous ne voyez pas la fin de l'image. J'ai pas prévu ça. À droite. Et une des méthodes très intéressantes pour évaluer, on pourrait dire, la qualité des plantes, c'est tout simplement une observation morphologique, hein, une observation phénoménologique précise, donc de la manière dont les plantes poussent. Regardez leur forme et leur évolution. Et là, on a quelque chose d'assez intéressant. En haut, on a une salade biodynamique. En bas, on a une salade en système hors sol, donc hydroponique. Alors évidemment, c'est beaucoup plus avantageux. Le système hydroponique, en bas, ben, les salades sont prêtes à récolter en 30 jours. Les salades biodynamiques dans la terre, il leur faut deux fois plus de temps. Il leur faut 60 jours, du semis à la récolte. Par contre, ce qu'on ne voit pas derrière à droite, c'est ce qui se passe avec la plante si je la récolte pas. Toute plante normalement constituée, on supposerait qu'elle va continuer à évoluer et puis passer au stade de différenciation, c'est-à-dire ben, former des boutons et des fleurs et des graines. C'est ce qui arrive à la salade biodynamique. Malheureusement, la salade hors sol, elle continue à avoir un développement végétatif qui s'accroît, qui augmente, qui augmente. C'est-à-dire, elle continue à être en pleine croissance et n'a absolument pas de stade de différenciation et ne forme pas de fleurs et pas de graines. Donc, on peut effectivement se demander si ça là n'a pas de conséquences importantes pour l'alimentation, pour la santé humaine, si on se nourrit de plantes qui ne sont pas capables elles-mêmes de parcourir tous les stades de leur développement et pas capables de fleurir et de former des graines. Voilà, c'est une recherche qui est beaucoup plus détaillée. Évidemment, j'ai juste pris une image de cette recherche. Ça a été fait à l'Institut Bolk aux Pays-Bas. L'Institut Louis Bolk aux Pays-Bas, qui est un institut qui fait de la recherche sur l'agriculture bio et biodynamique depuis plus de 30 ans. Voilà, donc je vais plutôt prendre des exemples sans faire un détail exact de chaque étude, sinon on pourrait y passer toute la journée. Une autre observation hein, intéressante, ben voilà, la forme générale de la plante, la morphologie générale de pieds de haricots. Là, il y en a un qui a eu un. Tous les deux sont dans de la même terre, mais il y a à gauche, fertilisation minérale, il y a eu de l'engrais NPK. Et à droite, il y a eu un compost biodynamique.
Bon, on voit bien sûr que l'engrais NPK va inhiber totalement le développement des nodosités, là, les petites nodules qui se forment sur les graines du haricot qui lui permettent lui-même de fixer l'azote, puisqu'on lui fournit de l'azote d'origine minérale. Donc, bah voilà, il se repose, pas besoin de faire de nodosité. Enfin, les bactéries ne se développent pas. Mais l'autre aspect qui est intéressant, on voit hein, les petits points noirs à droite, ce sont les nodosités. Et à gauche, il n'y en a qu'une ou deux ou trois. Enfin, peut-être un peu plus. Mais la différence importante, c'est le port de la plante aussi, hein. Si vous voyez comment la plante à droite a en fait un port, les feuilles les plus anciennes retombent, les feuilles intermédiaires sont horizontales, les feuilles nouvelles sont dressées vers le haut. Donc il y a vraiment un geste, une dynamique de développement des feuilles, hein. Les jeunes sont dressés, puis on descend progressivement. Avec la fertilisation minérale, on a un port très lourd, les feuilles retombent, et si on les regarde en détail, elles sont très gonflé comme boursouflé, hein. On pourrait dire on a une sorte d'excès de force végétative. Voilà, c'est pour donner des exemples et inciter à observer par soi-même, en fait, hein, à comparer par soi-même. Là aussi, c'est tiré d'une étude là, qui a été faite au Goetheanum, à la section scientifique du Goetheanum, là où je travaille. Voilà, encore une étude de l'Institut Bolk des Pays-Bas. C'est pas parce que c'est en biodynamique la qualité est meilleure. Quel que soit le mode de culture, il faut toujours suivre la croissance et faire attention de ne pas trop pousser la croissance végétative par une fertilisation trop importante, par exemple pour des carottes, hein, des légumes qui n'ont justement pas besoin de fertilisation trop riche. Vous voyez, en haut, la croissance a été accélérée, a été boostée, on pourrait dire. Hein, dans les deux cas, on a affaire à la même mode de fertilisation hein, dans un sol en biodynamie. Et en bas, la croissance a été beaucoup plus régulière. Ben, à nouveau, on voit en comparant la morphologie et l'évolution du feuillage qu'il y a une différence, hein. En haut, on dirait que la plante passe très rapidement d'un stade à l'autre. En bas, il y a une croissance beaucoup plus progressive. Alors là, la petite question, c'est de savoir quelle carotte provient de quelle des deux. Est-ce que la carotte de gauche par exemple, avec cette transparence, provient de la carotte qui a une croissance boostée ou une croissance régulière. C'est bien sûr deux tranches qui avaient la même épaisseur, hein. Bah, on peut se demander, c'est aussi pour vous inciter à observer, pour vous dire qu'il y a des tests de qualité, il y en a des tout simples que l'on peut faire soi-même pour se faire son propre avis, hein. Alors là, je sors peut-être du domaine de la recherche académique qui est absolument stricte dans ses critères, mais comme disait Martin, c'est plutôt une attitude de recherche que je propose. Et à tout moment, même à la cuisine, on peut faire des comparaisons de ce type-là, quoi. Bah, évidemment, si une carotte pousse, la racine pousse très vite, eh ben, elle sera beaucoup moins dense, hein. Les tissus seront beaucoup moins serrés, et c'est celle de gauche, quoi, hein. Voilà, mais c'est juste pour montrer un exemple de ce qu'on peut observer, des multitudes de facettes pour entrer dans ce monde très riche de la qualité. En fait, oui, très riche et diversifié. Alors, une première chose qui nous nourrit, bien évidemment, c'est des substances, hein, quand même, hein. On a besoin de quantité, on a besoin de substances, on a besoin de métabolites primaires, de composés primaires, donc des glucides, des lipides, des protides, et de composés secondaires, hein, tous ces métabolites très intéressants, toute la diversité des composés phénolés, des terpènes, etc., etc. Enfin, il y a une richesse, hein. Il y a jusqu'à 100 000 métabolites secondaires produits par les plantes, une quantité incroyable. Et donc, ça, c'est ça qui nous nourrit, bien sûr, hein. C'est important pour la qualité, hein. Il faut qu'il y ait suffisamment à manger, suffisamment de rendement, suffisamment de quantité et suffisamment de métabolites secondaires, puisque c'est eux qui nous apportent les vitamines, c'est eux qui nous apportent les antioxydants, c'est eux qui nous apportent une multitude de substances. Voilà, et là, je prends une étude assez récente qui a été faite en Lituanie sur ces citrouilles, où on voit l'effet des préparations biodynamiques. C'est assez intéressant. Vous voyez d'abord sur les citrouilles, là, trois variétés différentes, hein, de gauche à droite. Ben, en fait, la variante biodynamique complète avec les deux préparations biodynamiques qui sont pulvérisées, comparée au contrôle qui est
Alors, le contrôle est en jaune et la variante biodynamique complète est à droite. Chaque fois, c'est la colonne vert foncé, hein. Il y a des intermédiaires ensuite où on utilise une seule des deux préparations qui sont les plus emblématiques, hein. Martin a parlé de la préparation bouse de corne, hein, sur laquelle on vient de sortir une fiche. Donc, vous pourrez approfondir si vous voulez plus d'informations sur cette préparation bouse de corne. La silice de corne, ça sera peut-être la prochaine fiche. Ben, vous voyez que c'est intéressant, l'emploi de ces deux préparations, qui une va renforcer, on pourrait dire justement, le développement végétatif de la plante, la bouse de corne, et la silice de corne plutôt le développement, euh, la différenciation, hein, l'aspect plus qualitatif. Les deux ensemble, en fait, sont capables d'augmenter la productivité nette de la photosynthèse, quand même de 12% pour la variété de gauche, ou même de 16% pour la variété de droite, de 9% pour la variété du centre. Donc environ 10, ouais, mettons 10-15%, c'est pas négligeable, hein. Voilà, mais si on va plus loin, donc ça serait la partie rendement, quantité, évidemment, plus de photosynthèse, donc le rendement est quand même augmenté de 10%. Le contrôle, c'est de la terre qui n'a simplement pas reçu ses préparations, hein. Ce n'est pas une variante en agriculture conventionnelle, hein. Voilà, et là, on a pris les antioxydants. Cet exemple de ces deux antioxydants, là, lutéine et zéaxanthine, hein, si vous cherchez, vous verrez que c'est une substance quand même très intéressante pour nous prévenir de nombreuses maladies, entre autres, hein. Les antioxydants, c'est très à la mode aujourd'hui et ça s'achète très cher, un petit complément alimentaire. Bon, bah là, vous voyez qu'en fait, en passant les deux préparations biodynamiques, dans la citrouille de gauche, on double la quantité d'antioxydants. Donc, ça revient nettement moins cher, je pense, d'acheter une citrouille, même s'il coûte un peu plus cher parce qu'elle est cultivée en biodynamie, que d'acheter des petites boîtes d'antioxydants, hein. Ça, je crois que vous pouvez aller contrôler dans votre pharmacie ou votre magasin de diététique qui vend des antioxydants. À mon avis, la différence doit être nette. Donc là, c'est intéressant parce qu'il y a vraiment un effet très important de l'emploi de la préparation. On le voit, c'est surtout la préparation de silice, hein, euh, qui est quand elle est seule, là, c'est ici, quand elle est seule. Euh, voilà, le contrôle 100. Et vous voyez à droite, avec les deux préparations, à chaque fois, on passe à 207. Simplement la silice sur la variété de gauche, donc on passe à 172. Donc vraiment, cette silice va augmenter énormément les métabolites secondaires chez le végétal. Là, exemple des lutéines et des zéaxanthines. Une chose intéressante, c'est que sur les trois variétés, la variété du centre a une variation bien moindre. On pourrait dire, bon, là, ça agit pas beaucoup votre histoire. 15% d'antioxydants en plus, oui, c'est vrai. Et c'est intéressant puisqu'on voit qu'en fait, là, le niveau d'antioxydants est déjà élevé par rapport aux deux autres variétés. On est déjà à 13 mg pour 100 grammes, alors que chez les autres, on est en dessous de 8 pour 100 grammes. Donc les préparations biodynamiques vont pas forcément augmenter vers un absolu, vers un maximum, mais vont favoriser l'expression maximale du potentiel de la plante. Mais quand la plante a déjà donné son potentiel parce que cette variété développe beaucoup d'antioxydants, bon ben voilà, la plante ne peut pas aller au-delà de ce qu'elle peut, hein. Donc on n'est pas dans un système linéaire. Et ça c'est intéressant parce que c'est le cas, vous allez voir, aussi pour les bêta-carotènes, hein. La variété Carovita apparemment est effectivement beaucoup plus riche naturellement en antioxydants, bêta-carotènes. Peut-être même qu'elle est beaucoup plus colorée, hein, c'est bien possible que ce soit une citrouille beaucoup plus rouge, etc. Je ne sais pas, je la connais pas, mais on pourrait imaginer, hein, qu'il y a aussi, que ça se voit, puisqu'il y a plus de carotène, que ça se voit même à l'œil nu. Donc à nouveau, là, la teneur en bêta-carotène est augmentée de quasiment 80% là, dans les deux variétés, de gauche et de droite. Voilà, donc pas négligeable du tout d'employer ces préparations. Il y a un véritable effet qui se mesure. C'est pas du tout simplement quelque chose qu'on fait pour la gloire. Voilà, on pourrait analyser, bien sûr, il y a eu beaucoup plus d'analyses, hein, aussi sur les lycopènes, les leucoanthocyanines, les catéchines, et les phénols totaux, etc. Là, c'était un petit extrait pour vous montrer cet aspect. Donc, comment augmenter la teneur, améliorer la photosynthèse donc pour le rendement, et puis améliorer la teneur en antioxydants.
On se nourrit aussi de force. Alors le terme est peut-être discutable, mais en tout cas, je reviens à ce que je disais avant, hein, quand on mange par exemple une pomme, si on passe de la citrouille à la pomme, ou une carotte, on sent très bien si on est si on a reconstitué notre énergie, en fait, de manière assez simple, hein. On peut sentir, il y a des aliments qui nous vitalisent, d'autres où on se sent un peu lourd, un peu plombé, qui nous, voilà. Et il y a aussi une certaine caractéristique de différenciation de l'aliment, hein, qui va aussi nous stimuler, hein. Si l'aliment est entre une pomme qui est toute aqueuse ou une pomme qui a une structure assez marquée, assez caractéristique, ça nous stimule aussi, quoi. Donc pour ça, il y a une des méthodes qui a été mise au point depuis quasiment les débuts de l'agriculture biodynamique, il y a environ une centaine d'années. C'était mis au point par l'agronome chimiste euh, allemand, Ehrenfried Pfeiffer, pardon, excusez-moi, qui est cette méthode qu'on appelle la méthode de cristallisation sensible. Globalement, on parle de méthode morphogénétique, puisque ce sont des méthodes qui créent des formes, c'est ça que ça veut dire, tout simplement. Donc là, on est dans des méthodes qualitatives où on est sorti de l'analyse, hein, pour essayer de percevoir les forces. Ben, on va essayer de voir l'effet de ces forces, parce que les forces, ça ne se voit pas, hein, c'est invisible. Quand je bouge mon bras, je sens moi-même que je bouge mon bras, mais vous ne verriez que le mouvement de mon bras, mais vous ne verriez pas la force, évidemment. Toutes les forces sont invisibles, hein, n'importe, voilà. Donc, pour mettre en valeur, révéler ces forces, cette méthode a été mise au point. On utilise un réactif chimique, hein, du chlorure de cuivre, dans de l'eau distillée et on ajoute l'extrait de la plante à tester dedans. Et en fait, il faut apprendre effectivement à lire ces images, hein, et on fait cristalliser, pardon, le chlorure de cuivre avec la substance à tester. Donc là, on a du blé. Alors pourquoi le blé il est vieux? Parce que là, on regarde à quelle vitesse se désagrège la substance, qui est un critère de qualité en fait, hein. Une substance qui est pleine de vitalité bah, va se désagréger beaucoup moins vite qu'une substance qui est déjà peu vitale, en partant de l'hypothèse que la vie, c'est ce qui donne la vitalité et qui agrège l'ensemble, hein, qui forme la cohésion de l'ensemble, hein. Quelque chose qui meurt se désagrège, évidemment, se décompose. On a comme une image de la rapidité de décomposition de ces trois échantillons de blé de même variété, mais qui ont reçu des traitements différents. Donc là, c'est tiré d'un tout autre essai, c'est le fameux essai DOC qui est fait en Suisse, l'Institut de recherche en agriculture biodynamique en Suisse, à côté de Bâle. Donc, c'est un essai qui est réalisé sur 96 petits carrés, randomisé, tout ce qui est de plus rigoureux. Donc là, c'était bien exactement semé le même jour, la même variété, tout pareil, sauf le mode de fertilisation qui diffère. Et alors là, bon, évidemment, on peut s'entraîner à observer, si vous comparez par exemple les cristaux de la variante biodynamique à gauche avec les cristaux de la variante conventionnelle à droite et que vous imaginez que ce sont des plantes ou des arbres et que vous essayez de partir de la base du cristal, du centre, et d'aller vers la périphérie, essayer de suivre du regard les formes et regarder ce qui se passe. Euh, à droite, vous allez peut-être aller rapidement comme ça par à-coup et dans toutes les directions, et à gauche, vous allez peut-être avoir un geste qui est beaucoup plus régulier, beaucoup plus élancé. C'est évident que ça demande beaucoup d'exercice pour lire ces images. Donc là, ce que je vous dis, c'est pour vous donner une petite piste, une petite indication. Je prétends pas du tout vous décrire tout ce qu'on peut lire dans ces images, hein, mais on peut effectivement s'y entraîner. Et c'est pour ça que en bas, il y a des détails, hein, qui montrent ces images. Voilà, c'est une méthode intéressante qui a été maintenant, qui a été réalisée, qui a été reprise par plusieurs instituts qui ont vraiment pris les mêmes échantillons pour arriver à des images quasiment reproductibles. Alors, pas 100% reproductibles, mais vraiment avec les mêmes motifs. Et c'est une méthode aussi pour laquelle on utilise un décodage aussi par informatique pour sortir la subjectivité du lecteur, hein, du chercheur.
Voilà, donc une méthode intéressante hein, qui peut être utilisée pour des substances liquides, par exemple du lait, des jus, mais évidemment du blé et d'autres substances, mais surtout pour des substances pour lesquelles on n'a pas de forme, justement, hein, on ne voit pas la forme. Donc on crée une forme en fait à partir de la substance. Et ça donne des indications. En viticulture, en œnologie, beaucoup de viticulteurs utilisent cette méthode pour accompagner leur process et détecter d'avance d'éventuels défauts qui pourraient se révéler plus tard dans le vin. Et ils les détectent dans l'image avant que le défaut n'apparaisse. Donc vraiment une méthode très utile pour la qualité, pas forcément pour dire c'est meilleur ou c'est moins bon, mais pour comparer en fait. C'est une méthode vraiment comparative et surtout suivre les process. Voilà, donc un test tout simple que vous pouvez faire. Enfin bon, il faut déjà faire faire la comparaison, mais comment se conservent des carottes tout simplement? Euh, et là, il y avait deux critères croisés. De bas en haut, les semis sont toujours plus tardifs dans la saison euh, pour tous les pots là. Et de gauche à droite, on a avec préparation, c'est-à-dire variante biodynamique, au centre la variante bio et à droite la variante conventionnelle. Alors c'est intéressant parce qu'avec un semis précoce, toutes les carottes se conservent correctement. Et en fait, la différence apparaît avec un semis plus tardif, où vous voyez que les variantes bio se portent pas trop bien, et la variante conventionnelle, surtout celle du semis intermédiaire, se comporte très mal puisqu'il y a une substance complètement pourrie dans le récipient. Voilà, donc là on voit à nouveau l'intérêt des deux préparations biodynamiques, hein, bouse et silice de corne, qui va vraiment favoriser la qualité de conservation, c'est-à-dire en fait la vitalité des carottes, hein. Elles restent entre guillemets, elles gardent leur cohésion plus longtemps, longtemps après avoir été récoltées. Encore un autre test, on peut s'en inspirer pour faire des petits tests chez soi, hein. Vous achetez deux types de carottes, deux types de fruits, et puis vous verrez, hein. Achetez des citrons, comparez, vous verrez, il y a des citrons qui pourrissent très vite et d'autres qui se conservent longtemps. Moi, j'ai des citrons, ils doivent avoir plus d'un an. Ils sont tout secs, mais ils ne sont pas du tout pourris. Intéressant. Un chercheur, encore un autre, danois, Jens Otto Andersen, il a inventé une méthode qui est assez originale et qui est assez facile à faire et qui a un certain succès parce qu'elle est très parlante pour les consommateurs, mais on peut aussi la faire de manière rigoureuse. Donc, il a ce petit système où il coupe le concombre en tranches régulières de taille identique. Et ensuite, il recolle toutes les parties, toutes les tranches de concombre ensemble, il les met dans un sachet plastique et il les conserve à température normale de la pièce. Et il regarde ce qui se passe au bout de quelques jours. Et vous voyez ce qui peut se passer de haut en bas, quoi. Je vous laisse deviner le mode de fertilisation. Mais en tout cas, il y a des différences vraiment notables. Donc, à nouveau, un test intéressant de vitalité qu'il a utilisé de manière vraiment assez rigoureuse, assez répétitive et qui est aussi très démonstratif, quoi. Alors, une méthode, je vais juste évoquer parce que ça demanderait un développement important, mais qui est intéressante, en cours de développement, pas très utilisée en France. En Allemagne, il y a un labo qui s'est spécialisé là-dedans, le laboratoire Qualis, encore un autre labo qui a fait énormément de tests pour une chaîne de supermarchés qui s'appelle Tegout, une chaîne de supermarchés qui s'est beaucoup axée sur les produits bio et biodynamiques et qui cherchait une manière de convaincre un petit peu les clients de la différence de qualité. Et l'intérêt de cette méthode, c'est elle donne elle donne des chiffres, elle donne des colonnes. Alors ça paraît, dans le monde scientifique, les chiffres et les colonnes, ça paraît très objectif. Et c'est une mesure objective, hein. On mesure simplement le rayonnement euh, de légumes. Là, c'est des haricots. Les aliments, en fait, émettent des photons, émettent des particules lumineuses. Et on mesure l'émission de particules lumineuses des différents aliments. Après, pour lire les résultats de cette méthode, c'est pas non plus tout simple, hein.
Là, par exemple, je ne saurais pas vous le décrire maintenant. Il faudrait vraiment prendre un moment pour le décrire en détail. Pourquoi? Mais en tout cas, on fait apparaître des différences entre les modes de culture, des différences assez marquées entre les modes de culture et aussi entre les stades de développement de l'aliment concerné. Et on peut varier en plus en soumettant le même aliment à une lumière plutôt chaude, donc proche des infrarouges, enfin des longueurs d'onde proches des infrarouges ou des lumières froides plus proches des ultraviolets. Donc on peut vraiment varier la méthode. Donc c'est une méthode, je pense, qui a de l'avenir parce qu'elle a ce côté très objectif des chiffres et en même temps, elle nous donne un- un reflet de la qualité vitale à nouveau de l'aliment, hein, de sa vitalité. Donc, elle est à la fois globale et à la fois analytique, ce qui est assez rare. Voilà. Mais on ne se nourrit pas seulement de cette vitalité, hein, de ces forces de vie que l'aliment conserve plus ou moins selon le mode de culture. On se nourrit aussi tout simplement, on a du plaisir à manger, hein. Un bon repas, c'est évidemment absorber des substances, mais c'est aussi, comme je disais, se sentir plein d'énergie après le repas. Mais c'est aussi avoir un plaisir du repas par toutes les perceptions sensorielles. Et donc ça, c'est encore un troisième niveau, on pourrait dire, de l'alimentation qui est aussi très important, hein. Euh, je crois que c'est évident pour chacun, hein, un repas qui est vraiment goûteux, qui est savoureux, où il y a des bonnes odeurs déjà, et ensuite vraiment des goûts riches, variés. Et quelque chose qui nous nourrit beaucoup plus largement et peut-être en faisant même l'exercice, on s'aperçoit qu'on peut avoir besoin de moins de quantité si les perceptions olfactives, gustatives et autres sont beaucoup plus nourries en fait, hein. Ça, on peut faire l'exercice soi-même, hein, ça me paraît assez évident. Donc c'est intéressant. Un troisième niveau, on se nourrit aussi de toutes ces perceptions sensorielles. Alors, il y a une approche qui est développée en Allemagne là, par un chercheur, Uwe Geier. Je n'ai pas traduit le document. Là, vous avez un document brut en allemand à gauche, mais c'est pour vous montrer toute la palette de ce qui se fait. Il appelle ça la Wirksensorik, donc oui, l'approche sensorielle de l'effet sensoriel. Et en fait, on décrit vraiment les effets corporels que l'on ressent lors de la consommation d'un aliment. Si je vous traduis ça rapidement, là, il ne s'agit pas de comparer bio ou pas bio. Donc là, dans le cas précis de ce schéma, vous avez l'effet corporel à gauche de la betterave rouge et à droite de la carotte. Donc deux légumes racines différents. Et on prend un échantillon de personnes, hein. Donc il y avait plus de 60 personnes. Combien? 90 personnes. Non, pardon, 10 personnes qui ont testé. Oui, 10 personnes qui ont testé tous les critères et elles avaient le droit. Oui, et on a mis des indicateurs pour. Pardon, excusez-moi. C'était 10 personnes et voilà, il y a toute une grille très précise. Le système est normalisé maintenant et vraiment utilisable de manière normalisée. Là, je vous montre que le résultat. Euh, et vous voyez comment, sur la betterave rouge, à gauche, si je pars d'en haut, oui, on a l'impression d'être ouvert, d'être vertical, mais chez la carotte, cette impression est encore plus forte. La betterave rouge, on a une impression de clarté, d'éveil pour un 32, euh, 32 points, on va dire, et pour la carotte, beaucoup plus fort, 85 points, hein, donc de clarté, d'éveil, donc un légume qui éveille beaucoup plus, etc., hein. On pourrait descendre comme ça. Donc c'est Mais on peut bien sûr comparer avec cette méthode aussi deux légumes qui ont absolument, deux légumes qui ont pour seule différence le mode de culture, par exemple. Et on arrive à des choses aussi très intéressantes avec un panel de personnes en aveugle, hein, qui ne connaît pas l'origine, qui connaît pas l'origine des légumes, quoi. Voilà, donc encore une méthode intéressante. Euh, Alors, je voulais vous montrer cette étude que vous retrouverez en complet sur le site de Biodynamie Recherche, hein. C'est cette étude assez intéressante qui a comparé donc des études des guides, des grands guides de vin, hein, reconnus là. Donc, ils ont recherché tout ce qui existait dans tous ces guides.
Bien sûr qu'avec un petit pourcentage de vin bio et biodynamique dans ces guides, mais quand même suffisant pour pouvoir faire une étude statistique qui a été publiée récemment. Et alors, c'est intéressant, les vins bio ont été mieux notés hein, que les vins conventionnels non certifiés. Donc, 6% de mieux en critères simplement de dégustation, donc simplement en moyenne meilleur à la dégustation. Et pour les vins biodynamiques, on arrivait à 11,8, ce qui n'est pas négligeable, hein, qui pour du vin peut tout de suite faire passer d'une catégorie à la catégorie suivante dans les dégustations et qui peut vraiment être aussi intéressant en termes commerciaux, hein. Donc, ce que l'on dit, ce qui est dit parfois, comme je vais vous le montrer, euh, par certains sommeliers, comme ce meilleur sommelier du monde, là, Olivier Poussier, hein, meilleur sommelier du monde 2000. Euh, voilà, c'est aussi justifié, on va dire, ou validé de manière scientifique, en tout cas par cette étude-là, hein. Bon, là, voilà, c'est simplement une citation hein, d'Olivier Poussier. Je suis très sensible aux notions de pureté, de fraîcheur et d'équilibre. Je crois que mes plus belles expériences gustatives proviennent de vins issus de la viticulture biodynamique. Je ne suis pas à la recherche de monstres de concentration, cela ne m'intéresse pas. Je crois que les termes sont intéressants, hein. Équilibre, hein, on voit que l'idée, c'est vraiment d'équilibrer la quantité et la qualité, hein. On pourrait dire la croissance et la différenciation. La pureté, c'est-à-dire, on pourrait dire la transparence, hein. Est-ce que le message est clair? Est-ce qu'on a vraiment quelque chose qui est précis, hein, qui me permet d'accéder à des arômes, à des saveurs précises qui vont me parler du terroir, qui vont me parler du cépage, qui vont me parler du millésime. Et la fraîcheur, évidemment, ça c'est recherché au niveau gustatif, hein. J'ai pris ça comme exemple, on peut en trouver un certain nombre hein, dans les revues, en particulier la revue du vin de France ou d'autres revues. Euh, alors, il y a encore un quatrième niveau de correspondant à l'acte de se nourrir. J'ai appelé ça, moi, se nourrir de la rencontre. C'est-à-dire quand on consomme, là on était sur le vin, si on boit un vin, ben, en fait, pourquoi on boit un vin? Parce qu'on va rencontrer un terroir, parce qu'on va rencontrer des personnes dans le vin. On va trouver la trace des personnes qui ont fait le vin. On va rencontrer un terroir, on va rencontrer un millésime. Donc, on va rencontrer un lieu, une plante, des personnes. Donc, c'est une vraie rencontre et c'est vraiment ce qui est recherché. Mais peut-être que ça peut être recherché bien au-delà du vin. Moi, je suis très content quand je mange le fromage de dire, bah tiens, c'est le fromage de la ferme des Pensées Sauvages, pour pas le nommer, c'était un Münster. Voilà, où c'est le pain de la ferme Péter, pour pas les nommer non plus, voilà, qui est en Alsace, là, dans le Ried, etc. C'est très nourrissant, en tout cas, je ne sais pas à quel niveau, hein, on pourrait dire au niveau psychospirituel, au niveau psychique, de se lier à des personnes, à un lieu, à une ferme, et d'avoir une vraie rencontre aussi. Alors, on peut le savoir parce que c'est marqué sur l'emballage. Mais si en plus il y a un caractère vraiment individuel de l'aliment que l'on reconnaît ou qui est vraiment typique, là il y a une vraie rencontre véritablement intéressante. Alors comment évaluer ça? Évidemment, ce n'est pas simple, mais c'est juste peut-être qu'il faudra trouver des méthodes d'avenir pour évaluer ça, de nouvelles méthodes à développer. Vous voyez, il y a encore beaucoup de méthodes à développer. Là, je voulais vous montrer un petit aperçu de ce qui existe, hein, et absolument pas exhaustif, hein. Voilà, alors, à nouveau, une autre citation hein, de Philippe Forbrac qui dit justement, qui parle de cette rencontre, la personnalité du vin, quoi. C'est intéressant de parler de la personnalité d'un vin, hein. La personnalité du vin s'exprime de manière plus singulière. Force est de constater que les vins conduits en biodynamie semblent présenter plus d'acidité, de profondeur. Différence la plus importante est l'équilibre gustatif. La minéralité est plus prononcée. La personnalité du vin s'exprime de manière plus unique. Il revient, il dit ça deux fois. C'est une interview hein, dans la revue du vin de France. Oui, j'ai pas mis la référence. C'est une interview dans la revue du vin de France. Voilà, donc cet aspect de la rencontre avec d'une vraie rencontre qui est faite lors de la dégustation d'un vin ou d'un pain ou d'une carotte ou d'un fromage ou d'un autre aliment. Qui peut vraiment nous nourrir et qui peut en fait nous amener à nous poser des questions. D'où ça vient? Est-ce que les paysannes, les paysans qui produisent ces aliments
comment ils vivent, est-ce qu'ils gagnent assez bien leur vie, voilà, toutes ces questions éthiques vont venir de cette rencontre, vont venir d'autant plus que l'on a une rencontre avec quelque chose d'individuel. C'est bien le gros problème de tous les produits standardisés, on ne sait pas d'où ils viennent, donc on ne peut même pas se poser la question du lien avec et de la responsabilité qu'on a envers les producteurs. Donc ça, c'est évidemment la démarche de toute l'agriculture, du fair trade, hein, du commerce équitable. Là, je prends un exemple bien différent, qui est l'exemple de cette éleveuse, hein, Mechtil Knösel, là, sur une ferme d'Allemagne du Sud, qui a un très beau troupeau de prunes, et qui a vraiment, ces derniers temps, évolué, fait des grands pas dans son travail d'élevage, tout simplement pour des raisons strictement éthiques. Elle a modifié sa manière d'élever, de séparer les veaux de la mère, c'est-à-dire au lieu de les séparer brutalement, maintenant elle les sépare progressivement, pas à pas. Elle a constaté que les veaux et les vaches, du coup, sont en meilleure santé. Donc là, il y a pas, il y a eu des recherches là-dessus, mais là, j'ai pas de documents. Mais la dernière chose qu'elle a fait plus récemment, c'est un travail sur l'abattage à la ferme. C'était devenu pour elle insupportable de voir ces animaux partir dans le camion pour aller à l'abattoir à des dizaines de kilomètres de la ferme. Donc, elle a dit, il faut que j'apprenne à abattre mes animaux moi-même à la ferme. Et elle a fait quoi? Et c'est en place. Ça veut dire l'animal sort du troupeau, quitte le troupeau, il sort un petit peu à l'extérieur et il y a un espace où il va être mené et il va être abattu à cet endroit. Et ensuite, bien sûr, il y aura une remorque qui va l'amener à l'abattoir pour la suite des opérations. Mais l'abattage se fait sur place et donc le stress est réduit de manière inimaginable. Inimaginable. Ça, c'est des études, ça a été suivi par le FIBEL, à nouveau l'Institut de recherche suisse en bio. Vous pouvez trouver l'article original sur le site du FIBEL. Euh, et la teneur en cortisol, hein, donc c'est la principale hormone qui indique le stress physiologique des animaux, est 20 fois plus élevée à l'abattoir que quand les animaux sont tués à la ferme. Inimaginable la différence, hein. Donc là, c'est pas rien du tout, c'est incroyable. Ça veut dire aussi qu'on mange une viande bourrée de cortisol, bourrée de, chacun l'interprète comme il veut, mais voilà, bourrée d'hormones de stress qui durcissent la viande, évidemment, qui la rendent bien moins bonne, bien moins tendre, mais on peut même se demander si ça va pas au-delà de ça, manger de la viande d'un animal qui est complètement terrorisé. Je vous laisse, selon votre point de vue, réfléchir à cette question. En tout cas, cette recherche est intéressante parce que ça a été un accompagnement donc par une chercheuse, là, Annette Spengler du FIBEL, qui a accompagné ce travail-là. Mais l'intention de l'éleveuse n'était pas du tout d'avoir une teneur en cortisol plus faible pour avoir une meilleure viande. L'intention de l'éleveuse était tout simplement d'améliorer les conditions d'abattage de ces animaux pour le bien-être de ces animaux. Ça, c'était sa motivation première. Le reste est complètement secondaire. Ça veut dire qu'on peut améliorer la qualité en cherchant des conditions éthiques. Malheureusement, on est loin de le faire tout le temps et partout. Mais voilà, il faut vraiment sortir des sentiers battus. Parce que pour ces veaux, par exemple, la séparation des veaux à la ferme, bah, tout le monde lui a dit non, non, mais on a toujours fait comme ça. Oui, bon, d'accord, le veau, il pleure, la mère meugle un moment, mais ça va se passer. Et on a toujours fait comme ça et on ne peut pas faire autrement, quoi, hein. Et elle a osé se dire, mais non, c'est pas possible, on doit trouver une méthode. Et elle est allée jusqu'aux États-Unis pour apprendre cette méthode qui permet de séparer les veaux progressivement de la mer. Ça veut dire qu'il faut vraiment avoir une sacrée volonté et s'opposer à tout ce que les autres peuvent raconter et trouver, voilà, et chercher quelquefois très loin pour trouver une solution ou même carrément créer la solution si elle n'existe pas. Ça veut dire que pour ce genre de choses, en général, il faut se battre. Ça ne vient pas tout seul, pas du tout. Dans les deux cas, elle a dû vraiment se battre et dans les deux cas, c'était un processus d'au moins 5 à 10 ans de travail pour arriver à ça. 5 ans, c'est sûr. Voilà, ça c'était un peu le petit tour que je voulais faire avec vous sur la qualité des aliments, un certain nombre de facettes de la qualité. Voilà, j'ai mis deux, trois références, il y en a certainement beaucoup plus.
Je viens d'écrire dans Biodynamisme un article qui reprend un petit peu cet exposé. Dans la revue Biodynamisme, il y a ce livre de Jens Otto Andersen là, qui s'appelle Vitalité, qui a beaucoup de résultats de recherche intéressantes. Et puis il y a le site, voilà, j'ai coécrit avec un cuisinier, nutritionniste, Joël Acrement, un livre sur la cuisine des légumes où il y a un certain nombre d'aspects sur l'alimentation, une réflexion sur la qualité de l'alimentation. Et puis sur le site de Biodynamie Recherche, vous trouverez pas mal d'autres choses. Et je crois que je vais arrêter, voilà, ma présentation ici.